Cette fois, les abeilles n'ont pas une seconde d'hésitation et prennent aussitôt possession de l'arbre fruitier. La première tâche des ouvrières est d'aérer le nouveau logis. Elles l'imprègnent ensuite d'une odeur qu'elles sécrètent à l'aide d'une glande située au niveau de leur abdomen. C'est leur façon à elles d'officialiser leur nouvelle adresse et de permettre aux retardataires de trouver le chemin de leur nouvelle maison. Accrochées les unes aux autres, les abeilles forment une longue chaîne qui leur permet de mesurer la profondeur de la cavité. Elles peuvent ainsi évaluer l'ampleur et l'urgence des travaux qu'elles vont devoir entreprendre. Dans la ruche, les derniers œufs de la vieille reine sont en train d'éclore. Les ouvrières, qui sont restées, alimentent le couvain en permanence. Une abeille éclaireuse a découvert une nouvelle source de nectar dont elle ramène un échantillon. Sa danse renseigne les autres sur l'abondance de la nourriture. Mais la danse de l'abeille indique également, en fonction des oscillations abdominales et des vibrations émises, la direction et la distance du butin à récolter. Si les ouvrières consomment une petite partie du nectar qu'elles butinent, l'essentiel de la récolte est entreposé dans les alvéoles de la ruche. Ces insectes ont une force de travail phénoménale. Pour faire 1 litre de miel, il leur faut récolter le nectar contenu dans 10 millions de fleurs. Un travail collectif qui représente environ 10 000 heures de vol et 60 000 km de distance parcourue. De retour à la ruche, les butineuses prennent tout juste le temps de déposer leur chargement à d'autres ouvrières avant de repartir aussitôt. Les ouvrières se chargent à leur tour de déposer dans les alvéoles le nectar qui, suite à l'action des enzymes naturelles que contient leur salive, se transforme en miel dans leur corps. La cellule est ensuite refermée avec un couvercle de cire. Le miel est essentiel à la survie des abeilles. Mélangé au pollen, il sert également à alimenter les larves qui donneront la génération suivante. Après une métamorphose complète au cours de laquelle la larve devient nymphe, puis imago, l'abeille sort adulte de sa cellule. Contrairement aux cellules des ouvrières, celles où grandissent les mâles appelés faux-bourdons,
présente une partie bombée sur le dessus. Sans cet espace supplémentaire, elles seraient en effet trop petites pour contenir leur corps autrement plus volumineux que celui des ouvrières. Dans la partie de la ruche où vont naître les faux-bourdons, les sages-femmes s'activent, prêtes à intervenir. La jeune ouvrière, elle, doit s'extraire de sa cellule seule, sans aucune aide extérieure. Les faux-bourdons, eux, ont droit à toutes les attentions. On les aide à sortir de leurs cellules et on s'empresse de les nourrir. Il y a une raison à ce traitement de faveur. Dans cette société, par ailleurs égalitaire, les faux-bourdons ont un rôle déterminant à jouer. Leurs gros yeux composés témoignent de leur seule et unique raison d'être, ne jamais perdre de vue la reine pendant le vol nuptial. Sous l'œil d'un hibou, une souris se réfugie à l'intérieur de la ruche. La souris a de la chance. Elle parvient à échapper aux serres du hibou et aux piqûres des abeilles. Pourtant, ce n'est pas le miel qui l'intéresse. Elle veut juste se mettre à l'abri et profiter de la chaleur de la ruche en se réfugiant dans sa partie inférieure. La souris a bien raison de ne pas s'aventurer à l'étage supérieur, là où vivent les abeilles. Satisfaite des petits morceaux de cire tombés des cellules, la souris s'installe dans ses nouveaux appartements. Elle est tombée sur un véritable hôtel de luxe avec nourriture à volonté et climatisation incluse, car les abeilles s'appliquent à maintenir en permanence la température idéale au sein de la ruche pour le développement de leurs précieux couvains. Avec les jours qui rallongent, les pommiers commencent à perdre leurs fleurs. Les abeilles se rabattent alors sur les pissenlits qui offrent une abondante source de nectar. Pour pouvoir aspirer le pollen, l'abeille écarte les pétales et plonge sa tête et sa longue langue au plus profond des fleurs. Tandis qu'elle récolte le nectar, du pollen se fixe sur les petits poils qui recouvrent son corps. Ses pattes postérieures sont dotées de sacs à pollen où elle charge et amasse son précieux butin. Une butineuse peut transporter l'équivalent de la moitié de son propre poids en nectar et en pollen. Même si le décollage est parfois un peu délicat.
Quand les pissenlits sont en fleurs, toutes les ouvrières doivent travailler encore plus que de coutume, même à la ruche. Dans un accès de frénésie, les chargements de nectar et de pollen passent de bouche en bouche jusqu'aux cellules où ils sont entreposés.